À mes côtés, pour notre grand entretien, Paul Vannier, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Val d'Oise, et Nathalie Saint-Cricq qui est là aussi pour vous interviewer. On va parler des conséquences politiques après la mort de Quentin Derengue, ce jeune nationaliste à Lyon. C'était il y a 10 jours seulement et la vie politique française semble totalement bousculée, déstabilisée depuis. Mais tout d'abord, on voulait revenir sur le travail que vous avez fait avec la commission d'enquête sur Betaram. Vous étiez le co-rapporteur avec Violette Spilbou de cette commission d'enquête et vous aviez déposé une proposition de loi face à, je cite, l'urgence à agir sur les violences à l'école. Aujourd'hui, on l'a appris, cette proposition de loi ne va pas être inscrite à l'ordre du jour des semaines à venir. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre proposition de loi, elle est enterrée aujourd'hui ? Ça veut dire qu'alors qu'elle était la plus soutenue des propositions de loi discutées aujourd'hui en conférence des présidents par le plus grand nombre de députés, 142, issus de 9 des 11 groupes de l'Assemblée, qu'elle n'a pas été retenue parce que... Qu'est-ce qui s'est passé alors, si elle était si largement soutenue ? Il y a eu un vote et le Rassemblement national, la droite, s'est opposé à l'inscription de ce texte à l'ordre du jour qui était soutenu par mon groupe de la France Insoumise, par les socialistes, par les écologistes. Avec des motivations ? Avec des explications sur ce rejet ? Je n'ai pas connaissance de ces explications. Je crois qu'il y a simplement eu ce vote et je veux dire que l'abstention du groupe de Gabriel Attal a permis que cette majorité de droite et d'extrême droite se constitue et barre la route à ce texte. Moi, je suis scandalisé par cette situation parce que c'est le sort de millions d'enfants qui est en question. Cette proposition de loi, elle propose des mesures d'urgence pour prévenir et pour lutter contre les violences en milieu quelques scolaire. mots, qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait améliorer Vous les soupçonnez d'avoir refusé. Pour quelles raisons ? C'est-à-dire, quels sont les motifs ? Parce que... je crois, Mme Saint-Cricq, vous savez, il y a un tabou autour de la question de l'école privée dans notre pays, parce que c'est notamment la question des violences dans ces établissements qui est posée. C'est là qu'elles se concentrent, ces violences. Elles touchent aussi les établissements publics, mais elles se concentrent dans les établissements privés. Et il y a un tabou qui conduit des responsables politiques à refuser tout débat et toute modification d'un système qui actuellement est défaillant et conduit à ce que... Je rencontrais encore il y a 3 jours un représentant d'un collectif de victimes qui évaluait à 100 000 le nombre des victimes depuis les années 50 dans le réseau des écoles lassaliennes. C'est dire qu'il s'agit de violences de masse, de violences qui sont aujourd'hui encore perpétrées dans certains établissements et qu'il faut du contrôle, il faut du contrôle d'honorabilité, il faut de la formation des personnels et des élèves. Mais Paul Vannier, pour bien vous suivre ce soir, selon vous, il y a là une volonté politique de fermer les yeux sur les violences sexuelles à l'école, particulièrement dans ces établissements privés. Il y a la volonté de protéger coûte que coûte des privilèges exorbitants de l'enseignement privé. Mais même au nom de la santé des enfants, je veux dire, c'est très grave comme accusation. C'est très très grave et je ne peux que constater le résultat de ce vote. Alors moi, je ne vais pas en rester là, nous allons continuer à appeler les députés, dire qu'ils sont très nombreux à soutenir ce texte. Cette loi, elle pourrait être finalement, cette proposition de loi, elle pourrait être remise à l'ordre du jour. Quel est votre espoir ? Nous allons encore interpeller la conférence des présidents à sa prochaine réunion pour qu'elle revoie sa position et en espérant que d'ici là, d'autres de mes collègues parlementaires viennent co-signer ce texte pour lui donner un poids plus grand encore. Mais je ne peux pas, moi, accepter, après tout ce travail, 1 an de travail, après une commission d'enquête dont le rapport a été adopté, après la constitution d'un comité de suivi qui rassemble des fédérations de parents d'élèves, du public, du privé, des organisations syndicales, des chercheurs, après un consensus très fort dans la société... Qu'il ne se passe rien. Pour dénoncer ces violences et lutter contre elles, qu'il ne se passe rien. Ça n'est pas à la hauteur du rôle que l'Assemblée nationale devrait jouer. Nathalie Saint-Cricq. Vous préconisiez une beaucoup plus grande surveillance ou mise sous tutelle des écoles privées de manière à ce qu'il n'y ait pas des pans entiers qui soient cachés et quand dans les écoles, notamment sous contrat, on ne donne pas de l'argent, en gros, on ne les finance pas en échange de moyens. Mais vous étiez ça n'est pas l'objet de ce texte. Vous étiez suspecté de vouloir un peu étouffer l'école privée en considérant, c'est pour ça, enfin je ne vous dis pas que vous vouliez le faire, je dis que vous étiez suspecté, en gros, de vouloir asphyxier l'école privée en prenant le prétexte de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je vais répondre très simplement à cela. Il y a un texte, chacun peut le lire, il est sur le site de l'Assemblée nationale. Le but de ce texte est de garantir que la loi de la République s'applique partout en République. Partout, dans tous les établissements, quel que soit leur statut, public, privé, sous contrat, privé, hors contrat. Et pourquoi avons-nous cette ambition avec Violette Spilbou ? Car c'est le sort d'enfants. Et non pas du privilège ou du statut de tel ou tel. C'est le sort d'enfant qui est en cause. Moins de financement.
Écoutez, ou un financement lié au contrôle. C'est plus de contrôle parce qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucun. Notamment le contrôle de l'honorabilité, c'est ça qui faisait partie des personnels. Et puis le contrôle de la vie des établissements, pour garantir qu'il n'y ait pas de violence physique, psychologique, sexuelle sur des élèves. La question du financement, elle est différente. Elle est liée au contrat d'association. Et il est vrai que si des atteintes très graves au contrat, le contrat prévoit des obligations pour l'établissement, si des atteintes très graves sont constatées, oui, on peut envisager en effet la rupture du contrat. Mais ça n'est pas le but de ce texte. Ce texte est écrit, est déposé, est disponible pour protéger les élèves de violence. On va avancer, Paul Vannier, je le disais en introduction, et parler des conséquences politiques après la mort de Quentin de Ranc, ce jeune nationaliste à Lyon. Et on va se pencher tout d'abord sur la ligne défendue par votre mouvement, la France Insoumise, ne rien céder, pas même la mise à l'écart du député insoumis Raphaël Arnaud, dont, je le rappelle, 2 des collaborateurs ont été mis en examen dans le cadre de cette agression mortelle. Un seul est en examen, pour être précis. Un autre a été auditionné, mais aujourd'hui, il n'est pas mis en examen. Alors, vous maintenez, et il y a un ancien dont le contrat s'est arrêté au mois de janvier, qui était donc un ancien collaborateur, qui, lui, est mis en examen dans ce dossier. Vous maintenez qu'il n'y a pas d'exclusion du groupe de Raphaël Arnaud, ce député insoumis dont on voit que plusieurs des collaborateurs ou anciens collaborateurs sont mis en examen dans cette affaire. Oui, nous le maintenons parce qu'il y a une question de responsabilité. Et Raphaël Arnaud n'a aucune responsabilité dans le tabassage qui a conduit à la mort de Quentin de Ranc à Lyon. Quand même. Le soir de cet événement, Raphaël Arnaud est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il est en train de voter, il est à des centaines de kilomètres de cette scène, il n'en a pas connaissance, il n'en est pas informé, il n'a donc, j'insiste, aucune responsabilité. Personne n'a jamais dit que Raphaël Arnaud était présent au sein sur de les notre lieux. groupe, car il n'a, au fond, rien à se reprocher. Paul Vannier, Raphaël Arnaud, si je ne me trompe, n'est pas revenu à l'Assemblée nationale depuis les faits. Et on peut d'ailleurs se poser la question, comment aujourd'hui porter des propositions de loi, porter la parole des gens de sa circonscription du Vaucluse, vu la difficulté, que vous la trouviez injuste ou justifiée, dans laquelle il se trouve. C'est cette question-là aussi qui se pose. Est-ce que ça ne demande pas une mise en retrait de sa part, le temps que l'enquête suive son cours? Absolument pas, sinon ce serait présumé d'une culpabilité. Et je le redis, d'abord, ce serait un principe, une inversion de nos principes, et je le redis, il n'en a pas. Mais pourquoi Raphaël Arnaud n'est-il pas présent à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il est, depuis cet événement, sous le coup de dizaines, de centaines de menaces de mort, qui le contraignent aujourd'hui à se protéger. C'est ça qui l'empêche d'aller à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? À l'Assemblée nationale. Je veux dire que Raphaël Arnaud est visé par des menaces de mort extrêmement graves, qui pleuvent sur lui, comme beaucoup de parlementaires de la France Insoumise. Je veux dire que des permanences parlementaires ont été des locaux de campagne par dizaines dégradés. Vous avez été ciblé par des violences. Privé d'une de nos têtes de liste a été ciblé. Et je veux pointer l'absence totale, à cette heure, de réaction du ministère de l'Intérieur. Je veux dire à ceux qui nous regardent que nous ne sommes pas protégés par les autorités de ce pays qui pourtant... Vous n'êtes pas protégé par le ministre de l'Intérieur ? Nous ne sommes pas protégés. Demandé une protection pour certaines personnes en signalant toutes les atteintes virtuelles que vous Je crois que les services de renseignement, les services de police peuvent évaluer le niveau de la menace, peuvent constater que nous déposons des plaintes, peuvent constater que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a été l'objet de 2 projets d'attentats terroristes avec des personnes qui ont été condamnées à des années et des années de prison, et que nous vivons dans cette atmosphère depuis 2022 notamment. De violence et de menaces. Pourquoi Raphaël Arnaud n'est-il pas à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il est seul face à la menace de l'extrême droite qui menace... Paul Vannier, j'entends votre réponse, mais je voudrais... parler quand même, parce que on peut très bien imaginer que même les personnes les plus en danger sur Terre, qu'il y ait quand même un député qui soit escorté et qui s'exprime à un endroit en faisant le net sur ce qu'il a fait, sa responsabilité, et juste qu'il se présente aux journalistes, même si vous les aimez pas trop en ce moment, ou à d'autres gens. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Je fais référence à l'intervention de Sophia Chikirou hier soir, qui à un moment donné, on donne pas l'impression qu'il se terre, mais qu'il est là et qu'il dit voilà. Il s'est exprimé, il a condamné les actes. Un message sur il a tiré les conséquences du fait que son collaborateur parlementaire, par la voix de son avocat, a reconnu être présent sur cette scène tout en niant avoir directement participé au drame. Il a rompu le contrat de cette Paul Vannier, je voudrais que vous fassiez l'exercice d'imaginer si jamais un député du Rassemblement national avait un ou plusieurs collaborateurs ou anciens collaborateurs qui étaient mis en examen dans une affaire d'une rixe mortelle,
sincèrement, mais les yeux dans les yeux, vous ne demanderiez pas la mise en retrait de ce député du groupe Rassemblement National ? Je n'ai pas besoin de faire un effort d'imagination, puisqu'il y a quelques jours, au moment d'ailleurs de cette manifestation tragique de Lyon, un collaborateur d'un député du Rassemblement national a proféré des menaces de mort sur les réseaux sociaux contre plusieurs personnalités de la France insoumise, dont une eurodéputée, Rima Hassan, et une députée, Sophia Chikirou. C'est gravissime, mais ce n'est pas la même chose. Je veux vous dire que nous n'avons pas appelé à la Paul Vannier, démission, ce n'est pas la même chose. Des menaces de mort, une mise en examen pour homicide volontaire. Non mais pardon, soyons précis. Vous m'interrogez sur la question de la responsabilité d'un collaborateur et de son employeur. Moi, je vous dis que nous n'avons pas appelé à la démission ou à la mise en retrait du député du Rassemblement national, qui est l'employeur de ce collaborateur. Mais vous ne répondez pas totalement à ma question. Je vous réponds absolument. Non, parce que moi, je vous disais dans le cas où il y aurait une mise en examen pour homicide. Est-ce que vous ne demanderiez pas à ce député Rassemblement national de se mettre en retrait ? Non, de la même façon, car j'ai le sens, moi, de la responsabilité. Et je n'ai pas un rapport à géométrie variable sur ces questions-là. Je ne suis pas comme Gaël Braun-Pivet, par exemple, qui très très vite a pris des mesures concernant le collaborateur de Raphaël Arnaud, mais qui n'en a pris aucune contre ce collaborateur qui, je le redis, profère des menaces de mort contre une députée. C'est-à-dire que cet individu peut croiser dans les couloirs de l'Assemblée une députée de la France insoumise à propos de laquelle il appelle au meurtre sur les réseaux sociaux. Voilà la situation d'aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas de rapport à géométrie variable. Je condamne toutes les violences et en même temps, je considère que les individus sont responsables, en particulier en matière pénale. Ils sont responsables de leurs gestes, de leurs actes. Et je veux le dire, aujourd'hui, je vois que Raphaël Arnaud est accusé par beaucoup de journalistes, mais il ne l'est pas par la justice. Alors là, dans cette interview, je ne l'ai accusé de rien. Je ne parle pas de vous. D'accord. Vous pouvez constater comme moi qu'il y a un déferlement qui le vise et qui appelle à son retrait, son départ, sa démission, en induisant une responsabilité qui serait la sienne. Il n'en a pas, et donc il n'a pas aujourd'hui à renoncer à ce mandat. La question s'est posée, c'est probablement que, y compris Jean-Luc Mélenchon, fait référence à une forme de dignité régulièrement, à une forme de morale en politique, et que la morale en politique peut faire, et ça s'est passé très longtemps dans des autres républiques, que même si on n'est pas directement responsable de quelque chose, on assume la responsabilité. On ferme la parenthèse. Mais c'est un principe de morale et d'éthique que de ne pas considérer qu'un individu qui n'est pas responsable d'une chose doit en payer les conséquences. Les gens qui sont sous vos ordres ont pu faire. Est-ce que Pardon, ça je le conteste totalement. Personne sous nos ordres, comme vous utilisez cette expression, personne sous nos ordres n'a participé à ce tabassage. Ça je le conteste entièrement. Nous n'avons aucune responsabilité. D'accord. Le collaborateur part de la mandat. Je vous demande juste si, est-ce que vous pensez que la stratégie, parce qu'on peut penser que vous parlez franchement, honnêtement, mais qu'il y a aussi peut-être une stratégie qui est celle de l'agresseur agressé, c'est-à-dire de réussir à retourner en une semaine finalement qui est la victime. Et je crois que c'est vous, Madame Sankri, qui le faites. Parce que si on veut prendre un tout petit peu de distance à propos de la violence... Est-ce que vous pensez que ça peut marcher auprès de l'opinion ? Je vais vous répondre sur les effets peut-être que nous constatons aujourd'hui de cet épisode. Mais à propos de l'inversion, c'est la violence de l'extrême droite qu'il faut dénoncer. 59 personnes depuis 1986 sont mortes sous les coups de l'extrême droite. 12 depuis 2022. Je ne vous ai pas entendu. Le jour, on le dit sans arrêt. Aujourd'hui, je veux rappeler. On en a parlé tout à l'heure en première de il faut on continuer ne parle à le pas faire. automatiquement de toutes les autres personnes qui sont mortes avant. A-t-on fait des minutes de silence pour toutes les victimes de l'extrême droite ? Jamais. À aucun moment. Jamais. Vous voyez bien qu'il y a un rapport de deux poids, deux mesures. Vous voulez que je vous réponde à Clément Méric ? Clément Méric, vous savez comment ça s'est fait ? C'est fait une reprise de séance. Oui. Le président à l'époque, Claude Barthelin, en 2013, a improvisé un temps. On ne va pas faire des batailles de minutes de silence. C'est vous qui amenez ce point. Je voudrais qu'on avance dans l'interview. Paul Vannier. Les l'extrême droite n'ont jamais été honorés par l'Assemblée nationale, alors que Quentin Derenc l'a été, je ne le conteste pas. Mais vous voyez qu'à propos d'inversion, la voici. La violence, elle vient de l'extrême droite et elle déferle aujourd'hui. J'ai parlé de nos permanences parlementaires, j'ai parlé de la situation de nos parlementaires. On vous a entendu sur ce point. Je voudrais qu'on avance. Est-ce que vous contestez aujourd'hui encore la dissolution de la Jeune Garde ? Mais elle a été dissoute, la Jeune Garde, et si on lit le décret de dissolution, à propos d'accusations, de faits de violence qui sont imputés à ce groupe, qui sont absolument contestés par l'avocat de cette organisation. Et de ce point de vue, nous avons considéré que des principes nous appelaient à contester cette dissolution. Aujourd'hui, est-ce que vous contestez encore cette dissolution au vu des derniers faits ? Et puisque l'organisation est dissoute, sa responsabilité ne peut pas être induite des événements de Lyon. Il y a une enquête sur reconstitution de Ligue dissoute qui vient d'être demandée par le gouvernement. Vous n'êtes pas clair dans votre réponse. Mais je suis très clair. Non, pas du tout. Mais moi, si vous voulez, s'il y a un jour, si une démonstration est faite, qu'un groupe, quel qu'il soit, est partie liée à un meurtre, je condamnerai de toutes mes forces la responsabilité
de ce groupe, et je la condamnerai de la façon la plus absolue. Aujourd'hui, puisque la Jeune Garde est dissoute, d'ailleurs, je constate que pourquoi aujourd'hui se pose-t-on la question de son éventuelle reconstitution et pas plus tôt. Attendez, je vais juste au bout. Si elle est dissoute, elle ne peut pas avoir été partie prenante des événements de Lyon. Donc, je n'ai pas de motif là aujourd'hui matériel, de fait, qui viendrait démontrer une implication de la Jeune Garde. Sauf que ce sont des anciens membres de la Jeune Garde qui font partie des 7 interpellés et mis en examen. Si j'en crois les informations qui circulent, car je n'ai pas accès au dossier, et si j'en crois les déclarations notamment du procureur, sur les 7 personnes incriminées, 3 seraient d'anciens membres de la Jeune Garde. Vous voyez que ça dépasse très largement la question de l'affiliation à ce groupe dont je répète qu'il est. On va continuer sur les conséquences politiques et notamment... La question de Camille, c'était est-ce que vous continuerez, comme il y a une pétition récemment avec Marine Tondelier, à demander à vous opposer à ces dissolutions, sachant que le Conseil d'État n'a pas encore tranché. Vous continuez à les défendre au nom d'un principe de présomption d'innocence. Je vais vous dire, nous ne tournerons pas le dos au mouvement antifasciste. Nous avons toujours assumé un lien avec lui, un soutien au mouvement antifasciste, dès lors qu'il s'est revendiqué de l'autodéfense, de la non-violence. Il est évident que les images de Lyon n'ont strictement rien à voir avec de l'autodéfense, avec de la non-violence et donc avec le mouvement antifasciste. Mais ne comptez pas sur nous dans ce moment très grave qui voit un moment de bascule fasciste, qui voit les idées de l'extrême droite progresser, qui voit la violence revenir dans l'espace public pour nous détourner, pour condamner des groupes qui se sont constitués pour faire face à une violence qui était dirigée contre des organisations syndicales, contre des partis politiques, contre des associations qui, dans l'espace public, voulaient faire connaître leur... Paul Vannier, cette ligne aujourd'hui de la France insoumise, elle est très critiquée par toute une partie de la classe politique. Oui, par nos adversaires. Par vos adversaires, le Rassemblement national, la droite, certains membres du gouvernement aussi. Aurore Berger, hier, sur une autre chaîne de télévision, disait si Jordan Bardella veut vraiment mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire, retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner et où il sait pertinemment que le Rassemblement national a aucune chance. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? On voit cet inversement, en effet, de la charge et du cordon sanitaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien à faire avec votre ligne? Est-ce que vous n'alimentez pas finalement cette diabolisation qui vous est retournée, ce mistigris qui vous est repassé à la France insoumise? Alors d'abord, s'il y a un cordon sanitaire à installer, c'est autour d'Aurore Berger. Car il est extrêmement grave qu'une ministre de la République appelle à passer un accord électoral avec l'extrême droite. Et c'est ce qui vient de se produire, ce qui, de mon point de vue, la disqualifie entièrement. Elle se fait la propagateur aujourd'hui des pires ragots de l'extrême droite, et elle est dans une dérive qui, de mon point de vue, la condamne entièrement. Maintenant, sommes-nous, les insoumis, isolés? Je ne le crois absolument pas. Et je veux d'ailleurs saluer les organisations syndicales, les associations, les partis politiques, des présidents de groupes parlementaires, Madame Châtelain, la présidente du groupe écologiste, Monsieur Peu, le président du groupe communiste, qui se sont exprimés de façon extrêmement claire pour réfuter. Monsieur Vallot. Monsieur Faure, Monsieur Vallot, on ne les a pas entendus, vous avez raison, on pourra en parler juste après. Mais on va en parler juste après. Avant cela, vous dire que nous ne sommes absolument pas isolés et que je crois qu'il y a dans notre pays une culture antifasciste. Pourquoi? Parce que la gauche, son histoire, ses principes sont antifascistes. Et que les Françaises et les Français ont compris que dans le moment très grave que nous traversons, il y avait nécessité de se regrouper, de se retrouver pour faire face à l'extrême droite. Et donc, je termine sur quelques éléments. Regardez, hier, il y avait un meeting à Besançon en soutien à notre candidate. Il y avait plus de 1000 personnes. À Montpellier, il y a quelques jours, les salles débordaient. Nous constatons partout un afflux massif à l'occasion de tous nos événements publics. Moi, je constate et j'appelle à renforcer ce mouvement qu'il y a autour de la France insoumise qui fait face. Mais justement, c'était ma question. Comme organisation Paul Vannier, politique, c'était ma question. Droite, il y a des forces qui se dirigent vers nous pour nous aider. Paul Vannier, c'était ma question. Est-ce qu'au final, c'est pas ça que vous cherchez, ce face-à-face avec le Rassemblement national? Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même mardi dernier, il a appelé à cette grande bataille finale entre nous et le Rassemblement national. C'est quelque chose qu'il prône, qu'il porte depuis longtemps, en disant à la fin, ce sera nous contre eux. Est-ce que finalement, c'est pas exactement dans cette situation-là que vous êtes aujourd'hui et que vous cherchez à vous mettre politiquement? Non, parce qu'aucun d'entre nous ne pouvait imaginer les événements de Lyon. Évidemment, mais on vous accuse. Mais nous avons pas du tout l'intention de la question. Considéré que nous allions vers une confrontation politique, démocratique, à coup de bulletin de vote, avec l'extrême droite. Nous y sommes prêts. Nous y sommes préparés. Nous sommes lucides sur
ce qui attend notre pays. Je veux dire à ceux qui nous regardent... Mais est-ce que cette diabolisation que vous dénoncez, finalement, vous la cherchez pas quelque chose? Laquelle? Parce que moi d'être désigné comme antifasciste, ça me va très bien. Je ne me sens pas du tout diabolisé quand on me désigne et quand on désigne la France insoumise comme incarnant le camp antifasciste, puisque je le redis. On peut demander un examen de conscience sur certaines méthodes et certaines proximités, sans pour autant être un fasciste. Quand on vous a demandé tout à l'heure si effectivement la jeune garde devait être soutenue et tout, ça ne veut pas dire que si on s'attaque à la jeune garde, on est fasciste. Moi, on peut se demander. Quand je dis qu'il y a une bascule fasciste, ça n'est pas c'est pas une expression que je sors là pour faire un effet de plateau. Quand Madame Vassal, qui est Martine Vassal. Attendez, c'est pas rien. Candidate à Marseille. Candidate Les Républicains et Renaissance à Marseille. On n'est pas à Trifouilly-les-Oies. Dit, mes références à moi, c'est travail, famille, patrie. Quand une ministre, Aurore Bergé, pour reparler d'elle... Slogan du maréchal Pétain, elle est jusqu'à... c'est le maréchal Pétain. Mais dont elle s'est justifiée après en disant que ce n'est pas ce qu'elle avait l'intention de dire pour être la collaboration complet et sur la l'antisémitisme. Quand Madame Aurore Bergé fait référence à l'anti-France, c'est-à-dire à l'idéologie de Charles Maurras, un antisémite, quand M. Nunez laisse s'organiser une manifestation néo-nazie. Il s'est justifié aujourd'hui sur ce point-là. Il n'y avait pas de troubles à l'ordre public, des saluts nazis, des propos racistes. Ce sont des troubles. Mais d'ailleurs, Madame Saint-Cric, le procureur de la République a été saisi. Quand je dis qu'il y a une bascule fasciste, la voilà. Et elle est sous nos yeux. Et devant elle, on peut faire François Hollande, Olivier Faure, Boris Vallaud, essayer de façon... Raphaël Glucksmann, vous avez raison, de façon très politicienne et de façon irresponsable, de tracer un trait d'égalité entre des extrêmes. Non, c'est pas exactement. Assumer ses responsabilités. Paul Vanier, c'est pas exactement ce qui a été fait. À l'extrême droite sur les bases d'un programme de gauche de rupture, c'est ce que nous proposons. Justement, vous dites nous ne sommes pas isolés. Il y a tout de même une partie de la gauche qui, suite à vos prises de position, selon un manque de clarification, ont mis une distance. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Jérôme Gage. François Hollande, par exemple, sur une radio cette semaine, plutôt que de faire amende honorable pour retrouver sur RTL, pour retrouver une forme de responsabilité politique, Jean-Luc Mélenchon se met dans une position de tortue. C'est une double faute. Il la paiera. Il ne peut plus représenter la gauche. Il est dans une forme de marginalité politique. Il s'y complaît. Il y restera. Jean-Luc Mélenchon dans une position de tortue aujourd'hui qu'il paiera. La tortue, c'était un symbole pour nous en 2022. C'est s'appelait la tortue avant. Parce que vous savez, la tortue part moins vite que le lièvre, et peut-être qu'il y a beaucoup de lièvres parmi ceux que vous avez désignés, mais elle franchit la ligne. Vous parlez de l'élection présidentielle. Bien sûr que je pense à l'élection présidentielle. Écoutez, personne ne peut croire qu'un parti comme le Parti socialiste, qui a fait 1,67% aux dernières élections présidentielles, sera en situation non seulement de se qualifier au second tour, et qui plus est de remporter la prochaine élection. Les dynamiques peuvent évoluer. Et aux socialistes, je leur adresse un message, y compris à M. Hollande, et à ceux chez qui peut-être il reste un minimum de culture de gauche. J'ai compris qu'ils avaient beaucoup à nous dire, à nous, beaucoup à nous reprocher à nous. Mais je leur demande, qu'est-ce que vous faites ? Une forme de responsabilité morale, c'est ce face à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous dites de l'extrême droite ? Est-ce que vous l'appelez à dénoncer la violence ? Est-ce que à propos de la manifestation néo-nazie de Lyon, vous avez quelque chose à dire ? Est-ce qu'à propos du groupuscule Némésis, dont vos confrères de l'Humanité ont révélé féministe d'extrême droite identitaire, qui est à l'origine de la série d'événements qui a conduit au drame de Lyon, dont on a appris qu'il était aujourd'hui spécialisé en guet-apens violent. Est-ce que le Parti socialiste appelle comme nous le faisons ? Comme j'ai entendu. Pardon, ce que vous entendez, c'est que le Parti socialiste soutient ces groupuscules d'extrême droite. Non, mais soyons clairs, c'est les liens que vous êtes en train de tisser. Je vais au bout, et comme ça, chacun comprendra. Je pose la question, est-ce que le Parti socialiste appelle à la dissolution de Némésis ? Voilà, moi, ce que je leur demande, plutôt que de s'en prendre à nous, matin, midi et soir, dans le règlement de compte interne de courant, quand est-ce qu'ils attaquent l'adversaire de la République ? Vous leur rendez bien. Je voudrais qu'on termine sur ce point, sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon face aux médias. Il a tenu une conférence de presse hier qui a fait polémique. Alors, vous pourriez nous dire, chez vous, les journalistes, blessés peut-être de ne pas être invités. Il y a... invité ? Non, je ne l'étais pas. Non, pas particulièrement. J'ai l'habitude de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, j'ai été surprise que des titres comme Libération ou l'Humanité ne le soient pas. J'ai été surprise, si vous me demandez, qu'une conférence de presse soit réservée à certains médias. Et je n'ai pas été la seule. L'ONG Reporters sans frontières, aujourd'hui, estime que Jean-Luc Mélenchon
Macron porte atteinte au droit à l'information des citoyens en voulant choisir les journalistes qui suivent ces conférences de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, à la France Insoumise, on fait le tri entre les journalistes ? Regardez, je suis avec vous ce soir. Merci d'être là. Vous allez continuer à venir ? Mais bien sûr. Parce que c'est pas ce que Jean-Luc Mélenchon disait, se passer le plus possible des médias traditionnels. Attendez, je vais vous répondre là-dessus, mais réglons un point. Déjà, les Insoumis, vous envoyez sur tous les plateaux et vous continuez à en voir. Et nous répondons à tous les journalistes, y compris quand c'est très désagréable et y compris quand de fausses informations. Et vous répondez, vous rectifiez les informations. C'est un mandat, c'est un engagement. Sur le ton, quand on voit la harangue faite hier soir par Sophia Chikere, dans sa Attendez, si vous voulez, on en parle après. Mais d'abord, je voudrais juste répondre sur ce point-là. Parce que, pardon, mais c'était un beau moment, et un moment intéressant, parce qu'il y avait là des médias très divers, des médias qui n'ont pas... mais personne ne vous reproche d'ouvrir à des médias, c'est l'inverse, c'est de ne pas autoriser d'autres à être présents, Paul Vannier. Vous jouez sur les mots, C'est au fond garantir la liberté, la pluralité de la presse que d'organiser des moments comme cela. Ils ne sont pas incompatibles. Il nous reste une minute. Nathalie Saint-Cric. Si vous cherchez quelqu'un qui remet en cause la liberté de la presse et qui porte atteinte aux médias, ce sont les milliardaires qui les possèdent. Hein. Parce que la question de la concentration des médias et des 9 milliardaires qui en Paul Vannier, la responsabilité peut être partagée. Nathalie Saint-Cric, vous voulez vous interroger. Nous l'avons dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à cette occasion, notre première mesure, si en 2027 nous sommes au pouvoir, ce sera de proposer une loi pour démanteler l'Empire Bolloré. Très bien. Voilà, comme ça tout le monde le sait. On se demande juste sur la tonalité générale, puisque la violence verbale n'a aucun rapport avec la violence physique. On se demande violence verbale de qui ? La violence verbale. Et je voudrais juste qu'on reprenne les termes de Sophia Chikere hier soir, qui allait, quand j'ai parlé harangue, c'est pas péjoratif une harangue, mais c'est quelque chose d'assez violent. Alors on n'a pas le temps probablement très rapidement, très rapidement, on en écoute un tout petit morceau. Non, on n'a pas le temps de l'écouter. Est-ce que vous considérez que c'est quand même normal de traiter les fascistes Elle a dit, on n'en peut plus des fascistes des plateaux télé, vous n'êtes pas de journaliste, rendez la carte. Elle a cité Simone Veil en appelant, qui appelait les nazis à petits pieds. C'était il y a très longtemps, lors d'une conférence où il y avait eu des représentants du Front National qui étaient arrivés. Vous avez constaté qu'il y a des médias d'extrême droite ? Elle a globalisé. Vous n'avez pas constaté qu'il y a des médias comme Frontières, comme CNews, qui sont extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays, qui propagent des idées propager des idées de haine, organiser des actions de harcèlement permanent contre la France Insoumise, comme le fait par exemple le média Frontières. Je ne crois pas que ce soit, y compris du point de vue de votre déontologie, Madame Saint-Cric, je ne crois pas que vous versiez, vous, dans ce type de méthode. Donc oui, malheureusement, aujourd'hui, il y a des médias d'extrême droite. Il y a des médias qui relaient, qui amplifient, qui propagent les pires idées de l'extrême droite, des idées xénophobes, qui font l'apologie de marches néo-nazies, comme nous l'avons constaté. Et c'est à ces journalistes-là, tout particulièrement, que s'en prenait la France Insoumise. Dénoncer, condamner, nous ne l'acceptons pas. Nous sommes, nous, des républicains. Et la République doit se défendre face au retour du pire, face à la peste brune. Merci Paul Vannier d'avoir été notre invité ce soir, député de la France Insoumise du Val d'Oise. Dans un instant, c'est l'heure des informés, mais pour le moment, le JT Monde.